si on ouvrait la fenêtre en grand? Bienvenue, merci d'être à l'écoute. Vous avez rendez-vous avec votre podcast Ouvrons la fenêtre. Je suis Sophie Noailles, journaliste, et je souhaite continuer à donner la parole dans un monde où tout se vaut pour y voir un peu plus clair et puis comprendre. Je vous invite donc au fil de mes émissions à ouvrir ensemble nos fenêtres grâce à des tranches de vie qui font sens, des livres et leurs auteurs, des personnalités qui nous emmènent par les chemins de traverse pour nous aider à élargir nos horizons et nourrir notre réflexion. Allez, ouvrons la fenêtre, le podcast aéré est fait pour vous, c'est parti. Passionné, gourmand et militant, 3 mots qui qualifient mon invité d'aujourd'hui, un jeune homme bouillonnant d'enthousiasme et d'idées. Vous le connaissez sans doute à travers le petit écran avec son triporteur rouge et blanc. Il sillonne les routes de France à la rencontre des producteurs locaux. Chroniqueur culinaire emblématique de Télématin sur France 2, Loïc Ballet souhaitait aller plus loin dans cette visibilité qu'il offre à nos territoires et leurs acteurs. C'est désormais chose faite à travers une épicerie, pas comme les autres. Il a ouvert il y a quelques mois dans le 11e arrondissement de Paris, avec Élodie, son associée. Alors mettons-nous à table, dans la bonne humeur, c'est l'heure de grignoter au 7 rue Sedaine. Loïc Ballet, bonjour. Bonjour. On se trouve dans un lieu magique que je viens de découvrir tout à l'heure, avant que vous n'arriviez, là pour notre rendez-vous, un lieu qui vous appartient, où j'ai été charmée, en fait, j'ai été prise par l'ambiance qui s'y installe. On est là assis. On est un peu comme à la maison. On est comme à la maison, avec une bonne table à manger, des belles chaises en chêne, il y a une glace, une lampe, etc. J'ai l'impression d'être chez ma grand-mère. Oui, puis on est accoudé sur une petite table Napoléon III quand même. En plus. Qui a pas mal voyagé. Et voilà, non, en fait, l'idée de cette ambiance, elle est simple, c'est qu'on avait envie d'ouvrir cette épicerie en voulant aussi donner une histoire et raconter cette histoire de chacun des produits. On s'est dit, pour meubler, ça peut être bien de reprendre des choses qu'on a déjà vécues. Pourquoi acheter des choses toutes faites, qui sont souvent très préfabriquées. Et là, pour le coup, on a effectivement autour de nous que du vieux mobilier, des choses qu'on a chinées. C'est le cas des lampes, c'est le cas des tables, des chaises, tout ça. Et c'est le cas aussi de la petite vaisselle qu'on propose, puisque les gens aiment grignoter sur place dans une épicerie. Ça, c'est parce que ça leur donne trop envie, j'ai l'impression, et que tout de suite, ils veulent le goûter. On a envie, voilà. Donc on a moi, envie ça de m'arrange. rester. Ils le mangent et ils en rachètent derrière, donc c'est encore mieux. Non, je plaisante, mais c'est vrai qu'en tout cas, on a vraiment cette envie, les gens ont cette envie maintenant de vivre l'apéritif, de vivre des temps de grignotage différents. Et c'est de ce qu'on façon essaie de proposer. conviviale. Donc, on le propose aussi dans une vaisselle qui est en deuxième vie, elle aussi, 100% française, comme nos produits, et c'est que de la porcelaine. Alors, il y a Limoges, il y a Lunéville, il y en a un peu de partout. Il faut retourner les assiettes quand vous venez chez nous. Oui, on en voit un peu partout. C'est ça. D'ailleurs. Loïc Ballet, on est 7 rue Sedaine, dans le 11e arrondissement. Alors moi, j'ai été frappée aussi en arrivant de voir ce poing brandi avec un poireau. C'est l'enseigne, c'est le symbole du militant pour les producteurs c'est le locaux. point du militant, ça c'est sûr. Après, c'est le point du militant qui défend, on a envie de défendre la bonne bouffe et le bien manger, le bien élevé, le bien produit. Alors je dis c'est des termes un peu généralistes ou par moments un peu galvaudés, mais en tout cas, on n'est pas attaché à des labels. Ce qu'on veut défendre, c'est juste le bien manger, le bien produit. Et en fait, le fait d'avoir un poireau dans la main, c'était l'idée de rappeler le gourmand. Mais le poireau a aussi son importance pour nous, puisqu'en fait, on est sérieux, mais sans se prendre au sérieux. Et le poireau a quelque chose de rigolo. Voilà, vous dites poireau, souvent ça fait rire les gens. Donc moi, j'ai trouvé ça rigolo, donc on a mis un poireau dans cette main. Loïc Ballet, alors de l'épicerie à toute l'histoire qui se passe avant et puis à l'histoire du triporteur aussi, oui. c'est une logique. Je triportais encore il y a quelques instants avant d'arriver sur le micro, là, voilà. C'est toute une logique, c'est une passion depuis l'enfance. Ouais, c'est une gourmandise déjà depuis l'enfance, ça c'est sûr. Moi, je suis pas du tout chef et je suis pas dans une famille de chefs. Je suis dans une famille de gastronomes, mais moi j'ai des parents qui ne roulaient pas sur l'or, mais on savait mettre un peu de sous ou mettre cet argent-là quand il le fallait dans la table. Et quand je dis dans la table, c'est vraiment dans les produits. C'est-à-dire que j'ai eu l'habitude d'aller chercher les produits le week-end chez ma grand-mère, de les cuisiner avec ma mère quand je faisais mes devoirs. Et j'ai ces souvenirs-là. Et en fait, c'est vraiment ça aussi. Puis j'ai eu une nourrice qui était une vieille nourrice à l'époque où c'était pas tout cadré comme aujourd'hui, et donc c'était plus une nourrice spontanée, c'était pas son métier, elle l'improvisait comme ça, et elle avait compris que en me nourrissant, elle me passait un peu d'amour, et ça je l'ai compris aussi,
Et je pense qu'elle m'a beaucoup apporté aussi, cette nourrice, parce que c'était de la cuisine au beurre. C'était cette table où on posait la poêle sur la table, et puis avec le pain, on terminait avec la fourchette pour saucer dans la poêle. Alors ça, je me faisais gronder par ma mère quand je rentrais le soir et que je le faisais, parce que ça ne se fait pas apparemment. Mais chez elle, j'avais le droit. Et je pense qu'elle m'a... C'est toutes ces choses, ma mère, mon père et cette nourrice m'ont ouvert les papilles, ouais. Et en même temps, vous n'en avez pas fait votre métier. Ouais, alors c'est rigolo parce que j'ai hésité pendant un moment. Et puis, parce que j'adorais cuisiner. Et je cuisinais depuis assez petit finalement. Et en fait, très vite, j'ai commencé à faire du théâtre. J'avais 6, 7 ans, 8 ans. Et très vite, j'ai eu la chance, mais j'étais dans un centre social. Voilà, des cours de théâtre qui étaient vraiment ouverts à tous. Et en fait, ce qui était rigolo, c'est qu'un jour, il y a une affiche pour faire un casting. Un théâtre assez renommé sur Saint-Étienne, qui avait une grosse saison culturelle à l'époque, qui produisait des créations en résidence et qui fait un casting pour trouver un petit jeune, un petit gamin. Et moi, je me retrouve à incarner l'enfance du premier rôle de ce personnage. J'avais pas de texte, mais j'incarnais son enfance à ce premier rôle. Et j'ai été embringué pendant un an à tourner dans des théâtres avec cette vie-là d'un petit gamin de 8 ans qui se retrouve dans une troupe de 22 comédiens, musiciens, parce qu'il y avait des musiciens, à faire le Festival d'Avignon pendant un mois. C'est inédit. C'est une C'était expérience improbable, marquante. c'était improbable. On était 3 Improbable. gamins parce que la loi oblige qu'on ne peut pas jouer 2 soirs de suite, mais ça c'est toujours d'actualité. Et encore heureux. Et alors ce qui était génial, c'est que les parents des 2 autres enfants ont dit non, c'est impossible que notre fils parte un mois à Avignon. Donc on a eu une dérogation. Et j'en ai pris pour un mois. Et en fait, j'ai adoré, parce qu'avec cette troupe, on vivait pendant un mois au Festival d'Avignon, qui est un lieu magique, avec cette ambiance. On allait tracter. Alors, c'était très bien organisé. Déjà, on vivait sur une péniche. Donc déjà, ça c'est déjà la carte postale d'Avignon. Je voyais du pont, le pont d'Avignon. L'aventure, l'évasion. L'aventure, l'évasion. Et puis, c'était super, parce qu'en fait, je vivais plus de cahiers d'école, plus de cahiers de classe, plus rien à faire, c'était en juillet. Et j'aimais pas trop l'école en plus à l'époque, donc ça m'allait très bien. Et alors ce qui était super, c'est que tout le monde s'occupait de moi. C'est-à-dire que la troupe, l'administratrice de la compagnie avait dit, bon, on a quand même un môme sur le bateau qui avait 8 ans, les noyades, les machins, ils avaient tous peur de ça. Soin. Donc on en prend soin, on en a qu'un, puisque les 2 autres, les parents n'ont pas voulu. Et donc résultat, ils étaient missionnés tous les jours. Il y en avait un de la troupe qui devait s'occuper de moi. Donc j'étais chouchouté tous les matins et l'après-midi on allait tracter en tenue de scène et puis le soir on jouait et j'ai adoré ce moment-là, j'ai adoré. Mais alors les planches, elles sont devenues quoi? Les planches après, alors là j'ai changé de cours, je suis plus allé au centre social, je suis allé dans une autre école où les cours étaient plus chers, où c'était déjà des cours qui faisaient 3-4 heures. Et puis après je suis rentré en cours du soir au Centre national d'art dramatique de Saint-Étienne, la Comédie de Saint-Étienne, où là j'ai adoré parce que je prenais un shoot de théâtre pendant c'était 2 fois par semaine, c'était 4 heures, on avait un abonnement obligatoire, ils étaient pas bêtes, ils voulaient faire fonctionner leur billetterie aussi, mais en même temps c'était intéressant parce que ça nous apportait une certaine ouverture parce qu'on voyait des pièces, donc quand on jouait le soir et j'ai adoré. Et après j'ai fait le journalisme m'a bien plu, j'ai commencé à bosser un peu en télé locale à 15 ans et puis je suis parti dans la télé, mais en fait je fais un peu du théâtre parce que avec mon triporteur, on joue tous les jours et qu'à chaque fois, je me suis rendu compte que quand on est au micro, quand on parle là, on est nous-mêmes sans être nous. Donc, il y a un peu de théâtre finalement. Voilà. Il y a un peu de théâtre. Et c'est cette passion d'être un petit peu le médiateur, celui qui va donner la parole, celui qui va révéler finalement tous ces trésors qu'on trouve aussi dans cette épicerie. On ne l'a pas nommé encore, hein, ouais. Loïc. L'épicerie de Loïc voilà. B, évidemment. Voilà. C'est un métier qui permet de mettre en lumière, de donner la parole, de faire ce choix. Pour moi, on est les conteurs d'aujourd'hui, parce que aussi j'ai fait le choix de pas être grand reporter, je sauve pas des vies, voilà, je fais que raconter des histoires de beaux produits et de bons producteurs, et derrière mon idée c'est de défendre ces hommes et ces femmes. Alors je vais chez eux, je passe un jour et demi souvent, et en fait forcément vous en prenez un petit peu de tout ça, et c'est vrai que on a cette mission et cette responsabilité là, c'est qu'après on y passe une journée sur le montage et puis on va résumer leur vie, leur combat, leur raison d'être parfois en 3 minutes. Donc, on a c'est frustrant et en même temps, c'est une responsabilité un peu lourde. Alors, je m'en détache, je prends tout ça avec légèreté aussi, mais il y a un moment où le final cut est important, comme on dit dans le métier, parce que vous allez
révéler ce truc-là, ou le raconter, ou le re-raconter à 1 million, 2 millions de gens dans Télématin. Donc il faut être conscient que la personne, ce que vous allez en retenir ou ce que vous allez vous en déduire ou en mettre dans votre montage, a un peu d'importance quand même, finalement. Parce qu'il y aura eu ce coup de projecteur. Voilà. Et puis parce qu'on résume tout dans nos vies, tout va très vite. Et donc moi, je résume en 3 minutes. Donc il faut pas faire... On essaye d'être au plus proche de leur passion, même si eux ont mis une journée pour me la raconter. Là, il faut que je la raconte en 3 minutes. Donc c'est ça qui est... Et c'est ça qui est très excitant aussi. Alors à côté de cet aspect effectivement professionnel, on sent toujours évidemment cette passion pour la gastronomie, pour le produit, évidemment, le produit naturel, le produit local. Il y a eu des moments marquants aussi dans votre carrière et des personnes qui ont compté. Ah bah oui, oui. On ne parle pas du comté qui est dans qui est dans la vitrine réfrigérée, mais on parle en tout cas de gens qui m'ont... Je pense que moi j'ai vraiment eu, en tout cas, alors la télé et tout ça, on en a parlé, mais le choix de la gastronomie, c'est vraiment fait aussi parce qu'à un moment, je rencontre Jean-Pierre Coff et Jean-Pierre, on a travaillé, il me disait que j'étais... Alors, il m'appelait son petit lapin parce qu'il appelait tous ses collaborateurs ses petits lapins. Forcément, il avait 70, 75 ans et nous, on avait tous 20 ans, 20, 30 ans. Et en fait, c'est à l'époque où France Inter avait... tous les week-ends, ça se bouffe pas, ça se mange, qu'il a tenu pendant 10 ans, je crois, si je me trompe pas. Et en fait, Jean-Pierre vient à un café littéraire, dans un lieu, dans un salon de thé à Saint-Étienne, et rue de la Ville, et dans le vieux Saint-Étienne. Et en fait, ce qui était génial, c'est que ce café littéraire, c'était une dame qui tenait ce salon de thé, qui en fait faisait venir gracieusement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'artistes qui se font rémunérer pour venir raconter leur vie, des choses comme ça. Là, c'est vraiment, voilà, elle allait les choper à la sortie du théâtre et elle leur disait, ou alors elle se débrouillait pour les choper et elle leur disait, voilà, j'ai un salon de thé, je fais des cafés littéraires, on est une vingtaine, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a rien, mais je voudrais juste vous inviter. Et donc tous les mois, elle avait quelqu'un, mais elle a eu Francis Lalanne, Lucchini, Jean-Pierre Coff, et quand Jean-Pierre Coff est annoncé, ma copine Isabelle qui tient ce salon de thé me dit, tu te débrouilles pour être là. Je t'assois à côté de lui. Tu as 1 heure. Tu as le repas pour le rencontrer et échanger. Parce qu'à l'époque, j'étais sur France 3 en région. Et forcément, je regardais cette capitale, je regardais tout ça. C'était l'opportunité qui se présentait. Voilà. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Mais alors sans le vouloir. C'est-à-dire qu'en fait, on fait le café littéraire. Et puis Jean-Pierre dit à un moment, de toute façon, les jeunes bouffent que de la merde. Bon, moi, j'étais le plus jeune. On s'en souvient. Voilà, on s'en souvient. Et j'étais le plus jeune de l'assistance, et parce que j'avais 20 ans, 21. Et je dis, non, je suis pas d'accord avec vous. Ah bon, mais pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Alors, comme on avait beaucoup de groupies dans l'assemblée, ça sonnait un peu bizarre de ne pas être d'accord avec lui. Puis parce qu'il est quand même impressionnant. Mais là, il était assis, donc j'étais moins impressionné. Et il me dit, pourquoi? Je lui dis, voilà, parce que moi, j'avais 21 ans et ma mère retournait les pâtes pour voir s'il y avait de la graisse hydrogénée, retournait les paquets pour voir s'il y avait des sulfites ou d'autres choses ou d'autres additifs. Et en fait, c'était le début. En fait, un peu de notre prise de conscience, c'était il y a 15 ans, et on commençait à se rendre compte des méfaits de tous ces produits, les cancers commençaient à arriver beaucoup plus, enfin, on commençait à se poser des questions sur ce qu'on mangeait. Et c'est ça qui est arrivé, et ça l'a un peu interloqué. Et à la fin, il me dit, mon petit lapin, on va bosser ensemble, mais on couche pas ensemble, hein, je couche pas avec mes collaborateurs, c'est parce qu'il était plutôt taquin sur ça, et donc je l'appelle le lendemain, je me dis, mon Dieu, en fait... Il m'a vu un petit jeune, il veut que je passe à la casserole ou j'en sais rien. Et en fait, pas du tout. Et le lendemain, il me dit, mon petit lapin, je suis déjà à Paris. Il était parti à Paris avec le premier TG. Et là, il me dit, faut qu'on se voit sur Paris. Tu montes quand sur Paris? Alors là, moi, je fais comme si je montais toutes les semaines, alors que c'était pas vrai du tout. Parce que j'ai une copine à Paris qui m'avait dit, il faut que tu montes, que tu es sur Paris aux Parisiens, sinon, ils veulent pas. Et donc, voilà. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et je suis parti, je lui ai fait 2-3 émissions pour France Inter. Il y en a une qui a été diffusée. Et j'étais un peu son petit lapin qui est devenu son chat noir, parce qu'il m'appelait son chat noir. Parce qu'en fait, j'ai fait une émission, et c'est après cette émission qu'on lui a annoncé qu'il n'était pas renouvelé à France Inter. Donc finalement... Jean-Pierre s'en est allé de France Inter, mais on est restés copains. Et il m'avait toujours dit... je me suis beaucoup inspiré de sa manière de travailler. Il écrivait beaucoup. Et j'essaye de faire des bouquins. J'en ai fait un. Je suis en train d'en préparer un deuxième. Je me reconnais parce que Jean-Pierre était né d'une famille toute simple, beaucoup plus modeste que la mienne. C'est pas du tout Zola, moi, alors que lui, ça l'était un peu quand même. Et il avait cette ouverture d'esprit que ses parents... et puis ça, je crois que c'est sa tante ou sa grand-mère qui l'avait élevé. Enfin, et en fait, cette curiosité. Et en fait, moi, c'est ce qui m'amuse, c'est cette curiosité. C'est ce que je dis toujours, c'est que
le plus beau des défauts, c'est peut-être cette curiosité. Parce qu'en fait, être curieux du monde, c'est être curieux c'est tout goûter. C'est quand on est curieux, on n'aime pas beaucoup, on aime tout. Et on n'aime pas, et dire j'aime pas, et encore, c'est parce que si on est curieux, on l'a goûté avant. Donc il y a quelque chose d'intéressant. Et c'est vrai que avec lui, j'ai appris beaucoup, et surtout, j'ai appris cette défense du producteur. Parce que, parce que en fait, il y a encore plus il y a 15 ans, mais les producteurs sont un peu les derniers, les premiers maillons et les derniers à se servir finalement. C'est-à-dire que c'est le premier maillon de la chaîne et en même temps, c'est les derniers à recevoir. Souvent, on le sait, il y a beaucoup de choses entre le consommateur et le producteur qui fait que la marge du producteur est toujours limitée. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé Ça, c'est aussi le premier pilier de l'épicerie. Ouais, la défense des producteurs. Défense des producteurs et le premier pilier, c'est vraiment de ne pas négocier les prix. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai tellement vu des copains qui chialent, et c'est vraiment le cas, hein, des gens qui... Il y a des suicides dans l'agriculture et des difficultés parce qu'en fait, ils sont pris dans une machine. Notre consommation de masse fait qu'il faut toujours produire plus, qu'eux, ils produisent moins et pas beaucoup, avec un coût, parce qu'ils sont... Et donc, résultat, en fait, ils se sentent un peu seuls par moment, et il y a des vraies souffrances. Et donc, c'est un peu cette idée de les défendre. Et donc, le premier pilier, c'est de ne pas négocier les prix, parce que je dis aux producteurs, voilà, c'est le prix que tu justifies et que tu as envie, dont tu as besoin pour vivre. Et après, advienne ce qu'il arrive, c'est-à-dire que nous, derrière, on rajoute notre budget de fonctionnement qui est un loyer sur Paris qui sont souvent assez élevés, qui est le coût de Elodie, mon associé, qui est là toute la journée. Et au final, vous avez le prix final dans la boutique. Mais l'idée vraiment de base, c'est ça, c'est d'être dans le prix que le producteur souhaite. Voilà. On a vécu ce confinement, alors on pourrait en reparler longtemps de ce confinement, Loïc Ballet, et à un moment donné, on s'est dit, tiens, il y a cette prise de conscience que, eh bien, on va consommer local. On n'avait pas le choix. On a consommé local. On avait peur surtout. On avait peur de sortir. Donc en fait, on allait au plus petit, et c'est ça qui est chouette, au plus petit producteur, parce qu'on était en direct, qu'il n'y avait pas d'intermédiaire. Et puis, je pense qu'en fait, les gens se sont retrouvés... le fait qu'on arrête notre rythme et notre monde, que d'un coup, le monde s'est arrêté de tourner. Et donc, d'un coup, cet élan qu'on avait tous, avec des visières et où on ne regarde pas, et là, les gens ont commencé à regarder, ont commencé un peu plus à réfléchir mais quel impact j'ai moi sur notre monde, qu'est-ce que mon achat impulse. Et en fait, on oublie qu'on est tous acteurs finalement. Alors oui, on est une petite goutte, mais en fait, si tous on arrête d'acheter des tomates en hiver, peut-être que et c'est certain même, parce que nos grands financiers qui tiennent les grandes surfaces arrêteront d'en vendre parce qu'ils ne les vendront pas. Donc c'est ça qui est intéressant. Un one shot. Et on est reparti finalement. On est reparti, mais moi je me dis en fait, je pense que même... Je pense à un truc, en école de journalisme, on nous apprenait qu'en télé, on retenait que 15% de ce qui était dit dans un reportage. Mais je me dis quand même, si on n'en retient que 15% de ce que je vais défendre, de ce producteur qui fait ses châtaignes, qui les fait tout seul, qui les traite pas, qui se bat contre l'insecte qui est arrivé, qui vient bouffer ses châtaignes et qui malgré ça essaye de respecter, de faire comme faisait son grand-père, je me dis que c'est déjà chouette. C'est déjà ça. Et là, c'est exactement pareil. S'il y a encore 10, 15... Allez, 5% des gens qui consommaient chez les producteurs, parce qu'il y a eu un gros boom du producteur, ils ont bossé comme des malades aussi. Et en fait, de l'autre côté, s'il y en a que 5%, c'est déjà 5% de prix et de gagner. Alors, certains disent c'est une mode. Tant mieux si c'est une mode. La mode, elle est vertueuse cette fois-ci. Donc c'est plutôt bien. Il faut surfer dessus. C'est ça. Je ne sais pas s'il faut surfer dessus, mais en tout cas, il faut se laisser porter par cette mode parce que justement, elle est vertueuse et elle peut aider des gens en fait. Et elle aide à démarrer à plein de producteurs et c'est ça qui est super chouette. Alors, il y a des petits producteurs dans cette épicerie. Il y en a qui ont vraiment besoin. Ils ont tous besoin d'être vendus à un moment parce qu'ils ont besoin de vivre de ça, mais ils ont pas tous pignon sur rue, et l'idée de cette boutique c'était aussi de devenir un lieu pour eux, et c'est ce qu'on a pu faire de leur avec donner certains une producteurs. visibilité. Leur donner une visibilité, on le voit, on a des belles photos, on écoute Elodie derrière peut-être qui s'occupe de ses clients. On est dans la boutique. Génial. Et en fait l'idée de ces photos par exemple c'était de montrer qu'il y a des gens derrière. Alors ça, on le sait, ça peut paraître un peu démago, mais c'est vraiment important pour nous. Et surtout, l'autre pilier, le deuxième pilier de l'épicerie, c'est on ne va pas présenter un produit si on n'a pas rencontré le producteur ou si on n'est pas allé sur place. Et ça, c'est pour moi indispensable. Il y a une histoire derrière. Parce qu'en fait,
comment raconter un produit, comment raconter ce jambon, ce prince de Paris, cette gambette de Paris, parce que le prince de Paris, c'est le jambon tradition de Paris, fait à la méthode parisienne par Yves Le Gouel, qui est fait dans Paris, dernier jambon. Mais la gambette de Paris, c'est un jambon cuit à l'os, qui est la petite sœur du prince de Paris. Comment le raconter si vous n'êtes pas allé voir comment Yves fait son jambon, en fait? Vous pouvez le raconter parce qu'on vous donne des fiches, c'est très bien, c'est très organisé, même si ce sont des petits producteurs, ils ont des fiches de produits, des choses comme ça. Mais je trouve que l'épicier, quand vous rentrez, et encore plus aujourd'hui dans notre société où les gens veulent toucher le vrai, parce que je pense qu'on nous a un peu éloignés de ces vraies choses, on a un peu déshumanisé les produits, parce que les grandes surfaces étaient pratiques pour tout le monde, on y allait. Donc là, on sait d'où ça vient, on sait qui est cultivé. Et puis, en fait, on a de l'humain derrière. C'est-à-dire qu'ici, en fait, on peut se servir, mais essentiellement, c'est Élodie, et de temps en temps, c'est moi on va raconter le produit, et ça, c'est super, parce qu'en fait, ça donne du sens à notre produit qu'on a choisi, on explique pourquoi on l'a choisi, et ça donne du sens, et ça transmet des choses aux gens, parce qu'ils se disent, je ne fais pas ça pour rien, je ne suis pas là, je suis pas là, enfin, je ne suis pas n'importe où, voilà, en tout cas. Le dernier coup de cœur, Loïc, justement, d'une rencontre comme ça avec un producteur ou une productrice, parce que producteur-productrice, il y a du fromage, il y a des légumes, il y a des œufs, il y a du vin. Alors, moi, il y en a plusieurs produits, coups de cœur, mais le dernier coup de cœur que j'ai eu, c'est vraiment... il n'y a pas très longtemps, j'étais en Normandie. Je tourne un sujet pour Télématin sur le lait de foin, ce label lait de foin, qui est un système traditionnel garanti STG, voilà. Et en fait, c'est un label européen, donc on connaît très peu. Il y a la moule de Bouchot qui a ça, et le lait de foin en France. Et donc, en fait, ils garantissent en gros que le lait n'est produit qu'avec des vaches qui mangent du foin, et pas de céréales OGM, et pas d'ensilage. Bon, je tourne avec lui. Et en fait, je vois des pommiers, on est en Normandie. Donc, logique, le mec fait son cidre. Il y a une boutique, je goûte son cidre. Et je vois qu'il a du cidre. Mais surtout, je vois qu'il a du vinaigre de cidre. Élodie, on venait d'ouvrir, ça faisait 1 mois et demi 3 semaines qu'on avait ouvert. Et j'avais des clients qui, toutes les semaines, venaient me demander, est-ce que vous avez du vinaigre? Et je dis, non, je n'ai pas tourné chez des producteurs qui font du vinaigre. Donc, on en est dans notre pilier de, on n'a pas visité. Donc, on ne vous le propose pas encore. Et là, en fait, je suis reparti avec 2 cartons sous le bras. Alors, c'est un peu compliqué dans le train. Heureusement, mais la découverte opportune. Et la découverte opportune, et c'est ça qui était chouette. Et donc, on a tissé un lien. Alors, on va voir. Là, ça y est, on a fini nos 2 cartons. Et on va voir s'il faut qu'on en recommande. Et comment on va faire pour en recommander. Mais on a plein de méthodes maintenant. J'en parlais avec quelqu'un de chez Chronofresh, le directeur de chez Chronofresh. Cependant, de Chronopost, qui garantit une fraîcheur et un transport réfrigéré. Il y a aussi Chronofreeze, qui garantit la température négative cette fois-ci. C'est dément, ce truc-là. Le transport n'est plus un problème. Sur le territoire. Alors, le transport n'est plus un problème. Le prix, il est encore un peu, parce que Chronofresh est quand même coûteux. Donc, nous, on a de la chance. On est à Paris. Les pouvoirs d'achat est un peu plus élevé. Il faut se l'accorder, ça c'est sûr. Le fait d'arriver à court-circuiter les intermédiaires, mais quand je dis court-circuiter, c'est plutôt dans le sens vertueux. C'est de se dire, pourquoi avoir des intermédiaires si on connaît les producteurs? Tous ces producteurs, c'est des gens que je connais, que j'ai appelés sur leur portable. Donc, les premières... quoi qu'il se passe, on est en direct. Et donc, le fait d'être en direct nous permet aussi de pallier à ce coût de transport, parce que autant les vignerons sont très organisés, il y a beaucoup de transporteurs pour le vin, autant pour le fromage, c'est plus compliqué, parce qu'un fromage de chef, si vous l'oubliez dans l'entrepôt, il va vite couler. Et même si on l'aime coulant sur la tartine, on n'a pas envie qu'il soit coulant dans le colissimo. Voilà. On a faim. On a faim. Ouais, Loïc. on a faim. C'est sûr. Moi, j'ai tout le temps faim, de toute façon. On a faim. Et en parlant de faim, cette démarche, justement, de retrouver le produit local, le produit dont on sait d'où il vient, c'est aussi la démarche des restaurateurs, ça. Oui, c'est la démarche des grands, vrais restaurateurs. C'est la démarche des restaurateurs de qualité, on peut le dire. C'est vraiment pour moi quelque chose d'important. Et puis, c'est quelque chose qui finalement se transmet. C'est-à-dire que pour moi, le restaurateur est un ambassadeur. Mais après tout, moi aussi, je suis ambassadeur en étant épicier, en fait. Je suis ambassadeur d'un produit. Et donc, en fait, on a une responsabilité de transmettre. Et c'est là que c'est chouette. Et puis, franchement, on avait un peu perdu, mais la restauration a fait sa révolution sur ça. Mais en fait, on avait un peu oublié pendant les années 80, parce qu'on a découvert les métros, quand je parle de métro, je parle du lieu de qui fournit le premier fournisseur de nos restaurateurs. Alors, en fait, c'est juste qu'on a découvert ces grandes plateformes qui sont en fait des supermarchés pour restaurateurs. Et en fait, on avait
dénaturé complètement. Et d'un coup, on s'est rendu compte qu'on pouvait aller dans un restaurant, mettre les pieds sous la table, avoir une belle nappe et peut-être manger des choses qui n'étaient pas faites sur place. Parce que voilà. Et donc, ce qui est super, c'est que depuis 15 ans, il y a un vrai renouveau et ces producteurs sont aussi les premiers bénéficiaires de ça parce que derrière, il y a des chefs qui vont les incarner, qui ont besoin, eux aussi, pour rester dans leur métier de producteur ou de restaurateur à la française, d'avoir des vrais produits qui viennent de chez eux, de leur terroir. Donc c'est chouette ça. C'est une double démarche au fond. Cette épicerie, les restaurants, tout ça, ça fait partie d'une même démarche globale. Oui, on a le même combat, ça c'est sûr. Pour moi, on a le même combat. Moi, je dis toujours que notre épicerie, on est un lieu de vente, mais aussi on est un lieu un peu de résistance, on est un lieu... une sorte d'ambassade, c'est ce que j'aime dire. Alors c'est un grand mot, mais en fait, on a aussi un des principes aussi ici, c'est un autre pilier, on en a 4. Hein. C'est le pilier de se dire que ce lieu doit être un lieu où on transmet, où on raconte des histoires. La transmission. Et donc, moi, c'est ce que je fais dans mes sujets, c'est ce que j'ai fait à la radio, c'est ce que je fais quand je fais un bouquin, et c'est ce que j'ai envie de faire là, en fait. Alors oui, c'est mercantile parce qu'il faut qu'on vende et il faut quoi qu'il se passe, on paye le toit sous lequel on est. Mais en fait, on a aussi cette motivation parce que j'ai la chance d'avoir un premier métier qui est chroniqueur gastronomique, de faire que j'en vis très bien et je me plains pas du tout. Et donc, j'ai aussi la chance de faire ça en plus, et donc je le fais aussi par plaisir et avant tout par plaisir. Donc c'est ça qui me plaît. Le samedi, le dimanche, j'adore être là et raconter et échanger avec les gens et goûter des produits et me dire ah bah tiens, moi j'en connais un autre dans ce coin-là et hop, je fais des recherches. Enfin, et ça c'est chouette, c'est super chouette. Qu'est-ce qu'on met sous le mot transmission ? Sous le mot transmission, on parlait tout à l'heure de la famille, on a commencé en parlant de votre famille. La transmission, elle est dès le début, quand on est petit en fait. Mais il est presque, Jean-Pierre Coff me racontait que la transmission aussi, elle pouvait se passer par le lait maternel en fait. Par cette idée que l'alimentation des parents et de la mère... le goût se forge. Voilà, aussi, le goût se forge. Voilà. Alors, je suis pas très calé sur tout ça, mais en tout cas, on sait. Mon producteur de lait de foin dont je vous parlais m'a expliqué que les analyses ont montré, et j'ai eu quelqu'un de l'INAO, de l'Institut de recherche agroalimentaire, l'INRA. J'ai eu quelqu'un de l'INRA lors de ce tournage qui me racontait que les producteurs et les enfants de producteurs avaient moins d'allergies. Pourquoi ? Ils se sont rendus compte que c'est parce que ces producteurs laitiers font consommer du lait de ferme qui n'est pas du tout manufacturé, qui est souvent écru, juste bouilli sur la casserole comme me faisait ma nourrice ou comme on a eu l'habitude de faire dans l'ancien temps. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'ils étaient moins malades. Donc en fait, ça veut dire que quoi qu'il se passe, on peut transmettre des choses. Donc la transmission, elle commence par le lait maternel, puis elle continue par la table avec les parents, elle continue par l'école. L'école a un vrai sens. Dieu sait que ces temps-ci, on en a beaucoup parlé et voilà, mais je regrette en fait qu'on ait des cours on n'ait plus de cours autour de l'alimentation et de la cuisine. On prenait ça comme archaïque parce que c'était réservé aux filles. C'était l'aide ménagère ou voilà. Ma mère me raconte ça. Moi, je regardais ça avec des yeux un peu improbables parce que ça nous paraît improbable aujourd'hui. Mais en fait, on a squeezé tout ce truc-là. Et en fait, on aurait peut-être dû garder les cours de cuisine et puis mettre au boulot les petits garçons, parce qu'aujourd'hui, on le voit à la télé et on le voit de partout. Il y a plus de chefs hommes finalement que voilà. Alors, il y a d'autres raisons aussi à ça. Mais en tout cas, le premier truc, c'est que je me dis pourquoi à l'école on ne nous transmet pas ce bien manger. Alors c'est cool parce que depuis peu et depuis quelques années, des mairies, parce qu'il y a aussi cet engouement et que les électeurs le demandent, donc on est dans cette mode vertueuse, finalement on voit du bio rentrer dans les cuisines, on voit des jours où il n'y a que des légumes, où on voit des jours où... Et alors je dis des jours où il n'y a que des légumes parce que c'est pas le côté vegan qui m'intéresse. Je le suis pas et je me reconnais pas forcément dans ça. Mais ce que je pense d'intéressant dans ces journées où il y a que du végétal, c'est qu'en fait, on force, ou du moins on propose aux enfants d'une façon différente de goûter d'autres choses. Et ils ne tombent pas dans les trucs, dans leurs travers et dans leurs habitudes. Et donc ça c'est chouette. Et donc l'éducation, la transmission, elle se fait là aussi, pour moi, à l'école. Une belle proposition. Loïc Ballet, on a déploré évidemment le décès de Pierre Troisgros au mois de septembre. C'était aussi un moment, une révélation dans votre vie ? Oui, alors Pierre Troisgros... pas Pierre Troisgros, mais... mais en toute franchise, Pierre Troisgros, je l'ai croisé. On se connaissait pas, je suis pas certain que lui me connaissait, en tout cas ça c'est sûr. Et en fait Pierre Troisgros, c'est le papa de Michel,
Michel et Marie-Pierre, son épouse, le grand-père de César, et moi je connais beaucoup plus Michel. César qu'à mon âge, mais on se connaît un peu moins finalement, mais même si on a tourné ensemble. Et Michel, en fait, j'ai commencé très vite à tourner avec lui quand j'étais à France 3 en région. Voilà, il venait d'ouvrir son auberge à Ygrande, en Saône-et-Loire. On est partis ensemble dans la bagnole. Enfin, il y avait un truc. Et en fait, Trois Gros, mes parents en fait, qui roulaient pas sur l'or, donc faisaient une cagnotte avec des collègues. Ils mettaient à l'époque, alors je sais pas si c'était en euros, mais en tout cas ça devait être l'équivalent de 10 ou 20 euros par mois dans une cagnotte. Et puis tous les 2 ans, on avait 200 balles ou 250 balles et on allait pour avoir un bon voilà. repas dans Alors un quand bon je dis on, restaurant. c'était pas moi, hein, c'était eux qui y allaient tous les Parents. deux. Et je me souviens d'avoir ce menu que ma mère m'apportait et me racontait. Et je me souviens vraiment de ce truc-là. Et en fait, j'ai fait ça à 17 ans. Et à 18 ans. C'est aussi savoir apprécier à un moment donné, au bon moment, Ouais. et prendre Oui. peut-être la rareté aussi. En fait, il y a une chose que je regrette dans mon métier aujourd'hui, c'est que ces tables-là sont plus rares pour moi. J'ai perdu cette rareté en fait. Et je le regrette parce qu'en fait, j'aimais ce moment où vous attendez pendant un petit moment et vous venez vivre quelque chose. Vous venez pas pour vous asseoir. Vous venez pour manger, mais il y a autre chose dans ces lieux-là en fait. Il n'y a plus forcément le désir qui Voilà, précède. qu'on a encore beaucoup dans les tables 3 étoiles de région. C'est-à-dire que je fais la différence parce que à Paris, le fait du niveau de vie, du coût de la vie, il y a beaucoup d'entreprises et résultat, ces 3 étoiles ont beaucoup de clientèle d'affaires. Donc on vient faire du business dans ces tables-là. Alors que là, ce que je trouve triste, parce que moi en fait, un 3 étoiles, c'est un moment où le chef a pensé à tout. Des couverts, à la table, au plat, aux produits, au lieu, à la lumière, au moment où il vous le sert. Vous épousez un concept entier. Et donc, je trouve toujours ça très triste parce que j'ai perdu cette naïveté. Mais je la retrouve de temps en temps. Et c'est la magie aussi de ces tables-là. Mais j'ai adoré ce moment-là où je suis arrivé chez Michel Trois Gros. On était encore à Roanne à l'époque, en face de la gare. Et je suis avec mon ami, ma moitié, que j'embarque dans l'histoire et qui n'a jamais mis les pieds là, qui est un peu plus vieux que moi, mais qui me dit mais qu'est-ce qu'on fait là? C'est pas notre place, il y a que des jeunes autour de nous. Il y a que des vieux autour de nous. Moi j'avais 20 ans, j'avais 18, lui en avait 20. On se dit qu'est-ce 24, qu'on fait dans 25. un restaurant nomique Et étoilé. moi j'étais à l'aise. Mais j'étais à l'aise pas parce que je voulais être crâné ou quelque chose. C'était pas du tout ça. C'est vraiment. J'étais à l'aise parce qu'en fait, mes parents m'avaient dit, tu verras. En fait, ce lieu-là, tout est fait pour que tu sois bien. Et en fait, c'est vrai que je prends la carte. Il me dit, qu'est-ce que vous allez boire? Et là, je montre. Je dis, je suis désolé, vous pouvez me conseiller. Et donc, le sommelier avec ses demi-lunes se baisse, se penche, prend son stylo et me dit, est-ce que vous êtes plutôt dans ces vins-là ou dans ceci? Et en fait, il me montre les prix. Il me montre pas du tout les vins. Et en fait, sous la table, mon ami me donnait des coups de pied en me disant, mais t'es malade de demander au sommelier quel vin tu veux. Et en fait, dans ce geste-là, vous avez tout compris ce qu'est une vraie table pour moi. Avec l'attention pour le C'est client. une attention, en fait. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, au bout d'un moment, eux, ils ont compris, entre autres chez Trois Gros, que si vous repartez mécontent, parce qu'on vous a fait consommer une bouteille plus chère ou j'en sais rien quoi, eh ben vous reviendrez pas en fait. Et donc c'est ça qui est chouette. Et donc ce petit moment-là est un exemple, mais vraiment, qui donne tout son sens à ces tables-là, voilà, qu'il faut défendre parce que c'est des tables qui créent de l'emploi, c'est des tables qui jouent, qui rayonnent notre gastronomie dans le monde, parce que quand vous allez chez Trois Gros aujourd'hui à Ouche, qui est un peu plus loin que Roanne, vous avez le monde entier qui y vient. Loïc Ballet, c'est cette attention-là qu'on retrouve dans l'épicerie. Oui, c'est vraiment cette attention-là. Ah ouais, parce qu'en fait... J'ai pu voir un petit peu tout à l'heure les personnes qui rentrent. On a envie de prendre son temps. Alors, il y a Élodie, effectivement, qui prend le temps de parler, d'écouter les souhaits des clients qui rentrent, qui découvrent aussi ce lieu. C'est ça, c'est toute une attention, toute une histoire. Oui, on dirait... moi, je dis toujours qu'on est un peu des apothicaires des temps modernes. Dans le sens où, en fait, on soigne pas le corps, mais on soigne un peu l'âme quand même. Et en fait, les gens arrivent... Le bien manger, voilà, fait du bien, c'est sûr. C'est largement prouvé. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'on veut que quand les gens viennent, ils soient heureux et qu'ils repartent avec un sentiment d'avoir échangé quelque chose. En fait, oui, on leur vend des choses. Oui, tous les soirs. Et là, on est en plein lancement depuis 3 mois. On s'inquiète tous les jours de notre chiffre et c'est normal. Mais parce qu'on a des traites et qu'on a des banquiers derrière qui nous attendent. Mais on a aussi cette priorité de se dire, quand la personne part et qu'elle n'a rien acheté, je me dis, mais en fait, si elle a passé un moment, elle reviendra. Et je peux vous dire que j'ai plein de fois des gens à qui j'ai fait goûter des produits où le vendeur peut-être se serait dit, oh,
je lui ai fait goûter la moitié de la boutique et il m'a rien acheté. Et ben, il y a l'autre partie de vous-même qui est tellement satisfaite parce que le lendemain ou 3 jours après, vous avez la personne qui dit, vous vous souvenez, je suis venu il y a 3 jours. Je dis, bah oui, bien sûr, on a goûté les fromages. Bah, je vous ai dit que je reviendrai, je viens là, ça y est, je viens vous en acheter. Et ça, c'est super. C'est aussi super. Laisser le temps, le cheminement. Mais oui, laisser le temps. Et puis, on n'est pas tous les jours en phase. On n'a pas tous les jours envie d'acheter. On n'a pas tous les jours envie de goûter les choses. On goûte et puis on part parce qu'on est en ville. Donc, les gens partent à un apéro et ils n'ont pas envie prendre des glaces sous le bras, même s'ils les ont trouvées très bonnes à la dégustation. Et puis, peut-être qu'ils reviendront dans 6 mois quand il fera très chaud. Mais quand ils viendront dans 6 mois, ils sauront ce qu'ils veulent parce qu'ils vont dire, ah, il y a 6 mois, vous m'avez fait goûter cette glace. Et voilà. Ce qui est génial, Loïc, je suis en train de regarder ce qui se passe de l'autre côté avec Élodie. On peut s'asseoir, on peut déguster, on peut boire aussi. On peut boire et on peut. Alors ça c'est rigolo parce que le grignotage n'était pas du tout. Alors bon. C'était pas au programme. Oh, un peu. Dans ma tête c'était au programme. Élodie elle voulait pas parce qu'Élodie elle a toujours été dans du commerce. Elle disait non c'est pas un restaurant. Alors avec l'archi, je lui avais dit à l'archi non mais tu mets quand même un petit four à un endroit, une petite plaque électrique, induction, voilà. Alors à chaque fois elle me disait mais c'est pas un restaurant. Alors le chef, l'architecte me disait mais en fait c'est un restaurant ton truc maintenant. Et alors je dis non. Et en fait ce qui est arrivé, que moi dont je rêvais et qui est arrivé très vite, au bout du premier week-end qu'on ouvre, c'est que les gens voulaient grignoter. Il faisait chaud, c'était la canicule, on était le 10 juillet. Et en fait, bon, j'avais eu ma petite idée aussi. J'ai un copain qui m'avait filé 3-4 tables de terrasse que j'avais mis dehors. Et donc, résultat, en fait, les gens se posaient et nous disent, mais en fait, on a envie de goûter tout de suite ce que vous vendez. Et donc, on a improvisé en un week-end toutes les planches que vous voyez sur le tableau. En un week-end, elles sont nées comme ça. Alors, moi, je les vendais à table. Élodie transpirait un peu parce qu'à la caisse, elle calculait combien on avait payé le jambon. Il fallait le mesurer, le poids, et mettre la marge et machin et tout, et en faire une ardoise. Et on a fait ça en 2 jours. Et c'était super parce que en fait c'était grandeur nature. Alors on s'excusait à chaque fois parce qu'on trébuchait un peu. Et puis c'est ça qui était chouette. Et en fait le fait de pouvoir goûter les choses. Alors là on parlait de grignotage que l'on vend, mais en fait chez nous on part du principe qu'il faut que dès que le client rentre on lui fasse goûter des choses. Pourquoi ? Parce qu'en fait vous sortez de votre boulot, vous sortez du métro, vous sortez de cette vie sous le Covid qui est quand même très anxiogène. En fait on se rend compte que dans notre société on ne vous offre plus rien. En fait. Et là, l'idée, c'est qu'ils rentrent et d'un coup, on goûte ce qu'ils ont envie. Alors, un petit fond de vin blanc. J'ai une dame qui en a eu, je me souviens d'une américaine qui est venue, qui m'a goûté tous les blancs. Ah ben, je pense qu'elle est partie pompette. mais elle m'avait goûté les blancs, les rosés, tout ça, elle voulait tout goûter. Elle trouvait sans doute que c'était tellement étonnant de pouvoir faire ça. Voilà. Et puis elle aimait passer, comme quand on saute sur une rivière d'un caillou à l'autre, elle aimait passer. Et c'était ça. Et là, en fait, c'est ce qui se passe. Et donc, on essaye de faire tout goûter parce qu'on s'est rendu compte en fait qu'en faisant goûter déjà les gens, souvent acceptent plus parfois le coût un peu plus élevé qu'en grande surface. Et là par exemple on a une confiture qui va faire des bons à plein de gens. On a une confiture qui est à 15 €. C'est hors de prix. Alors est-ce que c'est la confiture figue ? Confiture figue rose et gingembre que vous avez peut-être goûté. Pas encore. On va la goûter. Et en fait cette confiture elle est faite par Biomomo, 2 japonais. C'est 15 € le pot. Oui, c'est cher. Mais en fait, derrière tout ça, il y a ce petit couple qui est à Arles, qui ne choisit que des fruits bio, qui ne choisit que des fruits de Provence, qui viennent d'un rayon de kilomètres, de même pas 100 kilomètres autour d'eux. Le seul truc qui s'en excuse, c'est le gingembre qui vient d'Amérique du Sud. Il s'en excuse, mais bon, peut-être qu'un jour, au pied du pont du Gard, il y aura du gingembre. Mais en tout cas, et en fait, quand vous faites goûter cette confiture, que vous racontez ça, d'un coup, les gens comprennent. Alors moi, vous savez, je gagne pas plus à vendre ce produit qu'un autre. La marge, elle est pratiquement la même d'un produit à l'autre ici, mais c'est juste que en fait, je me rends compte qu'en faisant goûter, qu'en racontant, on peut changer un peu les habitudes et de dire oui, on a eu l'habitude d'avoir une confiture bonne maman qui valait 3 € que dalle, mais qui était des fruits qui venaient peut-être de l'autre bout du monde et qui n'étaient pas de saison, qui n'étaient pas... voilà, mais en fait, quand on remet tout dans son contexte, d'un coup, voilà. Et puis en même temps, je suis certain que les gens qui achètent cette confiture, ils l'apprécient. Il la déguste. Voilà, voilà. Et c'est ça qui est chouette. C'est en ça que je trouve chouette. Et de faire goûter, fait qu'aussi on ouvre les papilles, on change un peu les choses. On se dit ah oui quand même. Voilà. Et puis les gens, on le voit, ont besoin de convivialité, ont besoin de déambuler. Alors là, on déambule, on a quoi, 80 mètres carrés à peu près 75. En tout, 75. À Paris, c'est important les mètres carrés. Hein. Oui, si. Oui, mais c'est fantastique. C'est fantastique. On a 75 mètres carrés, on a une petite réserve qu'on a réduit le plus possible. Et parce que tout est dans le magasin. Parce qu'en fait, on s'est dit, après tout, le stock, il est beau aussi dans le magasin. Donc on est, voilà. Et on déambule comme ça. Et on déambule autour de cet îlot. Voilà. Et après, parler du lieu,
Vous me disiez que vous y étiez bien. C'est vrai que ça vient aussi peut-être, je sais pas, parce qu'en fait on a de vraies matières. C'est-à-dire qu'en fait, avec Benjamin Exbraya, l'architecte, quand on a réfléchi au lieu, je lui ai dit je veux du vrai, parce qu'on va vendre du vrai. Et donc résultat, il m'a dit bon, alors je lui ai dit je veux du vrai, puis après derrière je lui ai dit j'ai pas de sous. Donc Alors, je vois de la brique déjà. Donc je vois de la brique. Et bien justement, les petits Je vois de parpaings la en brique, brique. il m'a dit oula, ça fait longtemps que je voulais tester un truc, on va tester chez toi. Je dis pas de problème, on teste. En fait, on a utilisé des parpaings de briques pour faire nos murs sur les côtés. Ils sont juste posés. Voilà, ils sont posés à l'envers pour la plupart, ce qui fait que la lumière passe à travers parce qu'on a créé des cloisons. Ça fait un peu moucharabier, ça vous rappelle un peu les palais indiens par exemple ou de l'Orient. Et en fait, ce qui me plaît, c'est qu'il y a cette texture de briques, cette pierre, cette terre qu'on touche. Quand je parle de la pierre, c'est qu'on a aussi cet îlot en marbre. Et en fait, ces matières-là, et puis ce bois sur lequel on est là, qui fait en fait qu'il y a une vraie matière et qu'il y a un truc qui fait que je pense les gens se sentent bien en fait. Et qui donne une âme. Ouais, je Qui pense. participe en tout cas. Ah ouais, je pense que ça donner participe une âme. à donner une âme, ça c'est sûr. Je voulais pas un truc qui soit un musée, parce qu'on peut aussi faire un truc très classe et façon la grande épicerie ou façon Fauchon, qui sont des lieux très très bien aussi. Mais, oui, mais on n'est pas dans les mêmes entre ambiances. plus difficilement. On Voilà. n'a pas envie d'y rester. En fait, ce qui on n'ose pas trop toucher. Donc, c'est un peu ça, voilà. Et en fait, je pense qu'on aurait fait. Je suis pas certain que les jeunes qui ont 20 ans osent pousser la porte de chez Fauchon. En fait, on en revient à la même chose, c'est qu'on a l'impression de jamais d'être on a l'impression que le bien manger ou ces choses-là sont réservées à d'autres. C'est élitiste, voilà. Et en fait, ce qui est génial ici, et c'est ça peut-être qui a fait aussi. Enfin, c'est peut-être une des bonnes retombées, s'il y en a, de ce Covid, de cette crise, c'est qu'en fait, moi j'ai des jeunes. J'ai eu des dimanches où j'ai des jeunes qui arrivent à 18h30, un jeune gars qui a 20 ans, qui me dit j'ai ma copine qui vient ce soir, j'aimerais faire un bon apéro. Et le mec, il vient chercher son jambon qui vaut peut-être, allez, c'est pas le double, mais on est quand même bien plus cher qu'un jambon industriel de grande surface. Et il vient le choisir là. Et en fait, je suis certain qu'il va l'emballer, sa copine. Parce qu'il veut marquer le coup. Parce qu'en fait, il va avoir des choses à lui raconter aussi dans cette assiette. Et en fait, ça, je trouve ça hyper touchant parce que je pensais jamais avoir des jeunes, des aussi jeunes. Et en fait, ça veut dire que je suis certain que ces changements-là sont radicaux dans cette génération-là aussi, qui s'est pris une aussi grande baffe que la nôtre, excepté qu'eux ont peut-être une capacité d'adaptation parce qu'ils sont plus jeunes et que voilà. Mais c'est ça qui est chouette. Donc on a plein de jeunes qui viennent acheter des bières artisanales, des chips. On a un paquet de chips à 2,50 €. Enfin, et les gens viennent et c'est ça qui est chouette aussi. Le but, c'est d'avoir des produits pour tout le monde. On a aussi du champagne, on a aussi du cidre. On a aussi du champagne. On a vraiment un souci de se dire qu'il faut des produits pour tout le monde. Un beau pâté en croûte. Un beau pâté en croûte, voilà. Là, on est sur des choses qui sont plutôt la Rolls-Royce de l'épicerie parce que on est proche de la maison Fauchon, toutes ces choses-là, parce qu'on est sur vraiment un pâté en croûte. Voilà, le port noir de Bigorre et tout ça. Mais c'est vrai qu'on a des choses très simples aussi, parce que je veux que tout le monde puisse venir dans cette épicerie. C'est vraiment un de nos combats. Et typiquement, le champagne, je vous dis ça parce que ça m'a marqué en fait. C'était le jour du chantier, le chantier est fini, je veux payer un coup de champagne à tous les gars du chantier qui s'étaient bien démenés pour nous. Et en fait, je vais à côté, dans le Monoprix ou le Franprix du coin, j'achète une bouteille de champagne Laurent Perrier à 39 balles. J'arrive ici, bref, 3-4 jours après, je mets en rayon nos bouteilles de champagne, que nous vendons 18,90. Et là, je me dis, il y a un problème. Moi, je suis chez un petit producteur qui... Je sais qui le fait, je sais où il le fait, je sais que chaque millésime, chaque cuvée, elle n'est pas la même d'une année à l'autre, parce qu'elle vit, et je suis en direct et je les vends en 18,90. Comment une multinationale qui est derrière Monoprix peut arriver à avoir des prix qui sont presque le double de ce que nous on fait, avec des intermédiaires, des choses comme ça, et vous vendre quelque chose où on fait des milliers de bouteilles, des millions de bouteilles. Et là, d'un coup, en fait, on se dit, notre épicerie, elle a tout son sens. Et quand je dis notre épicerie, c'est les épiceries ont tout leur sens. Il y en a d'autres. Il y en a une très très bien aussi dans le 11e. Il y en a de partout. Il y a des petites épiceries et elles ont du sens, ces épiceries. Loïc, alors on a une grande devanture, on a la porte évidemment. On va reprendre le titre du podcast. Si on ouvrait la fenêtre. Oui. Quelle fenêtre ? C'est la question que je pose à chaque invité. Quelle fenêtre il faudrait encore ouvrir ? Quelle fenêtre, vous, Loïc Ballet, vous souhaiteriez ouvrir là ? Moi, je pense que la fenêtre que je voudrais ouvrir, c'est d'avoir de faciliter encore plus les moyens pour les producteurs
d'avoir pignon sur rue en fait. Voilà, de faciliter parce qu'il y a encore des barrières, il y a encore des choses compliquées, il y a beaucoup de paperasse, il y a beaucoup de mine de rien d'expédier, même si Chronopost ou Chronofresh l'assure, il faut quand même gérer les colis, les faire, et j'aimerais simplifier les choses pour eux. Parce qu'en fait, le temps qu'ils passent à faire ces choses-là, c'est un temps qu'ils ne passent pas forcément, ou qui passent moins à faire... À s'occuper de leurs produits. À s'occuper de leurs produits, à s'occuper même de leur famille. Alors souvent, ils préfèrent s'occuper de leurs produits et c'est leur famille. Leur femme me dit, mais je les vois jamais. Ou leur mari me dit, mais je la vois jamais. Et d'ailleurs, on a beaucoup de femmes en productrice, je me rends compte. Ouais, mais je pense que les femmes ont plus de conviction. Il y a pas mal de femmes qui s'installent aussi. Ouais. Et puis, des nouvelles. il y a beaucoup de femmes qui... Ouais, parce que c'est rentré vraiment... et c'est ça qui est très chouette. Et puis, souvent des femmes qui reprennent des combats incroyables. Là, juste là, on a... c'est le seul mobilier qu'on vend. C'est de la porcelaine de... Voilà, je vais vous faire écouter ce bruit parce que... Voilà, c'est du grès. C'est du grès. Et c'est la dernière manufacture de grès. Non émaillée. Voilà. Et Corinne, elle a repris cette manufacture. Alors, il y en a une qui est émaillée. Voilà. L'autre pas. Et en fait, c'est la manufacture de Digoin qui faisait ces fameux petits pots que vous avez tous connus, qui étaient ces petits pots dans lesquels on mangeait le roquefort à tartiner d'une grande firme industrielle qu'on appelle aujourd'hui Lactalis et qui est Roquefort Société. Et en fait, ils en ont fait des millions de petits pots. Et donc, quand le marché s'est arrêté, parce que Lactalis, qui vous veut du bien, est parti en Chine commander ces petits pots, et résultat, la manufacture s'est effondrée, parce qu'elle vivait beaucoup de ça. Le propriétaire a vendu et Corinne a racheté. Et aujourd'hui, elle a relancé avec des vieux moules. Elle reprend les vieux moules, mais avec des couleurs. Là, on est sur des verres, on dit comment? Je suis nul en couleur, moi, vert amande. À peu près. Entre verre d'eau et verre amande. Ouais, voilà. On va dire ça. Et puis, il y en a plein d'autres. Il y a des bleus, des bleus canards, des choses comme ça qu'elle travaille. L'audace de se relancer. En fait, l'audace de se relancer, l'audace des textures. Avec des bitextures, dans le sens où il y a 2 textures dans le même support. Et le grès. Et des formes qu'elle ressort avec des vieux moules. Et je peux vous dire, c'est magique. Et là, ça a du sens, en fait. Et là, notre rôle, il est là aussi à nous, de raconter ces choses-là. Parce que si on ne les raconte pas, cette productrice, elle est tellement toute seule en Digoin à tenir et à porter à bras-le-corps sa société, qu'elle a besoin de gens qui l'incarnent. Voilà. Loïc, pour terminer, quand on passe dans le coin ou même pas, on se dit tiens, on vient à Paris et on a envie de venir dans un bel endroit. C'est ouvert tous les jours ? C'est ouvert tous les jours, sauf le lundi. Voilà, parce qu'il y a un moment, il faut un peu se relâcher. Et en fait, on est ouvert donc du mardi au dimanche. Le dimanche, on fait un brunch terroir. L'idée, elle est assez simple, c'est qu'en fait, j'en avais un peu assez de voir ces brunchs un peu malmenés, même si on en a des très très bons maintenant à Paris aussi. Et en fait, l'idée c'était de proposer un brunch. Alors on travaille avec Justin, qui j'ai rencontré pendant le confinement, qui est instagrammeur et blogueur, qui fait une cuisine incroyable. Je l'appelle Amadeus, moi, parce que en fait Justin, un mec est tout jeune. Ah bah oui, il a 18 ans depuis quelques jours. Et en fait, Justin cuisine depuis l'âge de 12 ans. Il cuisine divinement bien. Il a fait il fait une cuisine géniale et il improvise chaque dimanche matin des choses avec ce qu'on a dans la boutique et avec les arrivées, parce qu'on travaille aussi avec un producteur, Un Cheval, un Champ, qui est une ferme en pays de la Loire, en Val-de-Loire, et qui travaille avec des chevaux et qui est en agriculture biologique, et que nous, on propose tous les jeudis en livraison. Ici, on est point de relais. Et en fait, à chaque fois, il conjugue. Donc le jeudi, Elodie envoie la photo de la cagette à Justin cogite, et normalement le vendredi soir ou le samedi, on a c'est vraiment ça. Ouais, vraiment. S'il nous écoute, en tout cas, c'est quelqu'un de très chouette. Et puis c'est ça qui est rigolo. Il a un profil improbable. Il a 18 ans. Moi j'en ai 35. Et c'est ça qui est rigolo, c'est que ce lieu, je le veux aussi un peu improbable pour surprendre un peu les gens. Donc rendez-vous pour le prochain brunch ? Ah bah oui, dimanche, prochain brunch. Ouais. Merci Loïc. Merci à vous. Merci à mon invité. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Ce podcast vous a plu ? Alors ouvrons la fenêtre, vous le savez, est un podcast indépendant qui a vraiment besoin de vous. Et je vous invite donc à me laisser des étoiles sur les plateformes d'écoute et à le partager dans votre réseau. Vous pouvez aussi y participer financièrement si vous y trouvez une nourriture qui vous fait grandir et avancer au fil des épisodes. Merci beaucoup pour votre fidélité et votre confiance. Je vous dis à la semaine prochaine.